Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. C'est un rendez-vous de l'été qui nous avait bien manqué. Les feux d'artifice illuminent de nouveau le ciel de la Côte d'Azur. Nous parlerons de ces parenthèses enchantées avec le directeur de Flash Art Monaco, Stéphane Lobono. Autre tradition, les concerts d'été au Palais Princier. Le dernier vient d'être donné dans la cour d'honneur. Reportage à suivre dans quelques instants. Puis suite de notre série de reportages consacrés aux activités proposées dans le cadre du Passeport Culture. Coup de projecteur aujourd'hui sur le simulateur de vol. Inactivité, isolement, confinement, la crise sanitaire aura sapé le moral de nombreuses personnes. Comment y faire face? Quelles sont les composantes qui contribuent au bien-être? Thierry Villette nous livrera ses conseils et astuces. Et puis enfin, c'est le digestif par excellence sur la Côte d'Azur. Savez-vous que le limoncello se fait aussi ici, à Monaco? Explication à l'issue de ce journal. Mais avant de développer ces titres, nous avons appris aujourd'hui que la ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, Marie-Pierre Gramelia, quittera ses fonctions le 1er septembre prochain. C'est Céline Caron-Dadjioni qui lui succédera à ce poste. Anciennement rattachée au département des Affaires sociales et de la Santé, Céline Caron-Dadjioni est depuis 2016 secrétaire générale du musée océanographique. Dans le reste de l'actualité, un domaine qui concerne justement le département de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme. Bonsoir Frédéric Elion, vous avez une information pratique à nous faire partager, Frédéric. Bonsoir Émilie, nous vous en avons parlé en début de semaine dans le cadre de l'opération Grand Ida. La direction de l'aménagement urbain réalise des travaux qui entraînent la fermeture du tunnel d'accès à Fontvieille, et ce jusqu'au 31 août. L'avenue de Fontvieille est également fermée dans le sens descendant, mais le sens montant est lui maintenu et ouvert à la circulation. Ce rendez-vous à présent à noter dans vos agendas, un événement qui met en valeur la mobilité douce, Frédéric. Suite au succès des éditions précédentes, le dimanche à vélo fait son retour en principauté. Ce dimanche, 8 août, de 15h à 20h. Cette nouvelle édition se déroulera sur la partie basse du circuit de Formule 1. Plusieurs routes seront entièrement fermées à la circulation. Le boulevard Albert Ier, l'avenue Kennedy et la route de la Piscine. La direction de la Sûreté publique aménagera un parcours pédagogique à destination des cyclistes. L'association de la prévention routière monégasque sensibilisera les personnes aux risques liés à la consommation d'alcool. Enfin, l'UCM, l'Union cycliste de Monaco, proposera plusieurs ateliers, avec notamment l'apprentissage du vélo pour les plus jeunes, ainsi que la diffusion d'informations sur le bon partage de la route. Et puis cette idée sortie pour finir. Après une première soirée le 31 juillet, un deuxième tir de feu d'artifice est prévu demain soir à 21h30. L'accès au port de Monaco sera gratuit, mais sous condition. Toute personne âgée de 16 ans ou plus devra présenter un pass sanitaire valide et une pièce d'identité. Le port du masque sera obligatoire pour les personnes de plus de 5 ans. Et vous faites bien de rappeler ce rendez-vous de l'été qui nous avait bien manqué. Pas de concours cette année, mais le spectacle est au rendez-vous. Comme vous venez de le dire, Frédéric, le ciel de Monaco brillera une nouvelle fois de 1000 feux samedi. Cela avait été aussi le cas le week-end dernier avec la société Flash Art Monaco qui nous avait offert une fabuleuse parenthèse enchantée. Son directeur est avec nous ce soir. Bonsoir Stéphane Lobono. Bonsoir Émilie Rousseau. Première question Stéphane, quel est votre sentiment ce soir? Beaucoup de joie, de la satisfaction de pouvoir en remettre plein les yeux? Exactement, c'est un vrai plaisir pour nous qui aimons ce métier et qui est un métier passion avant tout. On est ravis de pouvoir redémarrer l'artifice en principauté. C'est une vraie bouffée d'oxygène aussi, hein? Complète, oui. Ça fait 20 mois qu'on n'a pas pu travailler malheureusement. Et pouvoir reprendre aujourd'hui et en plus en principauté, c'est un vrai honneur. Alors vous avez présenté la semaine dernière un show de 17 minutes. Comment se crée un spectacle pyromélodique, Stéphane? Il se crée avec l'envie de la saison, donc c'est l'été, là c'était la reprise après Covid. On avait envie que le public danse en regardant le feu, et c'est un feu pyromusical, donc on est d'abord inspiré par la musique. Je travaille avec mon partenaire allemand qui est Markus Katterle du groupe Flash Art, et avec le groupe, donc on fait des échanges de musique, de bande-son. On passe beaucoup de temps à monter la bande-son. Et une fois qu'on est en accord tous les deux avec la bande-son, on va dessiner le feu.
Et une fois qu'on a dessiné le feu, il est validé par Marcus Katerle en Allemagne parce que c'est eux qui ont les produits. On n'a pas de stock de produits en principauté, vous pouvez imaginer pourquoi, entre autres pour des questions de sécurité et d'espace. Et une fois qu'on est d'accord, donc on fait le dessin du feu selon la bande musicale qu'on a dessinée au préalable. Et comment les tirs arrivent à coïncider avec la musique? Tout est numérisé? Tout est numérisé, on a tout un matériel et une console numérique avec un système numérique qu'on a créé qui s'appelle PTX. Et avec le PTX, on va travailler sur des boîtiers numériques. Et quand on crée le feu, on va avoir des adressages pour chaque position. Et quand on crée le spectacle, au fur et à mesure, le logiciel va nous donner des étiquettes qui vont correspondre à des petits boîtiers électroniques avec 16 circuits sur lesquels on va envoyer l'ordre de tir depuis une régie centrale avec un backup en secours si jamais on avait un problème électrique ou autre sur le principal. Alors j'imagine qu'il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte. On tient compte bien évidemment, c'est un cadre particulier donc de la distance, donc on est limité en taille de calibre et on va pouvoir ensuite dessiner le feu en symétrie avec une position centrale qui correspond à Monaco, plus ou moins au centre de la digue. Et on a une marge d'environ 160 mètres de sécurité. Donc si jamais on avait un défaut sur un produit, le produit ne risquerait pas d'atteindre le public ni d'un côté ni de l'autre, puisqu'on a pris un rayon de sécurité de 160 mètres. Oui, puis on le rappelle, il y a une commission de sécurité qui vient valider tout cela avant les tirs. Tout à fait. Donc à qui on a transmis, avec la mairie de Monaco qui est l'organisateur, on leur transmet un dossier complet avec une mise en place, un plan précis de montage. Et ensuite, on va obtenir l'autorisation de mise en place par la commission de sécurité. Et la commission de sécurité, quelques heures avant le tir, va venir et nous autoriser le tir en fonction du montage. Et puis vous êtes dépendant de la météo, trop de vent peut menacer un feu d'artifice? Oui, le vent, c'est un peu notre ennemi. Il ne le menace pas vraiment, mais il va l'abîmer dans le dessin et il peut totalement transformer une direction de projection d'un artifice carrément sur la gauche ou sur la droite selon la force du vent. Et à ce moment-là, le dessin est totalement abîmé. Ou la pluie qui risque parfois de venir détériorer les produits dans les mortiers. Et si les produits sont abîmés dans les mortiers, ils risquent de ne pas monter à la hauteur qu'on souhaite par rapport à la force du produit. Et à ce moment-là, le feu est vraiment endommagé. Et Stéphane, combien de temps ça prend entre la création d'un feu d'artifice et puis le jour J, le jour de son tir? Est-ce que vous travaillez déjà, par exemple, sur les tirs de l'année prochaine? Oui, on est en train d'imaginer déjà, alors surtout par rapport aux musiques, parce qu'on a tout un listing de musique, et dès qu'on entend une musique dans une bande originale ou autre, je la note, et je me dis, tiens, peut-être ça peut servir pour un prochain feu. Ou sinon, dans le cas de ce spectacle-là, on n'a pas eu beaucoup de temps, on a eu exactement 1 mois et 10 jours pour le préparer. Il faut savoir que quand l'équipe arrive sur Monaco, chaque produit est référencé et chaque produit est référencé par rapport à une position de façon à ce que ça aille relativement vite quand on arrive sur le site, puisque sur le site on a exactement 48 heures à partir du matin 7 heures la veille pour pouvoir monter le tir et la commission de sécurité arrive à 17 heures. Donc il faut qu'à 17 heures tout soit terminé. Et puis ça nous offre un très beau spectacle dans la baie de Monaco. Merci infiniment Stéphane Lobodo d'avoir partagé votre passion avec nous ce soir. Merci Émilie, merci beaucoup. Autre tradition de l'été, les concerts au Palais Princier. La 6e et dernière représentation a eu lieu hier soir dans la cour d'honneur sous la baguette du directeur artistique et musical de l'Orchestre Philharmonique et avec le pianiste Alexandre Kantarov. José Sacré y était pour vous faire revivre cette soirée musicale. Première pièce au programme de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo pour son dernier concert dans la cour d'honneur du Palais Princier, une œuvre qui n'avait pas été jouée depuis 100 ans, et pour cause, cette ouverture de fête opus 133 avait été demandée par le prince Albert Ier à son ami le compositeur Camille Saint-Saëns pour l'inauguration du musée océanographique le 29 mars 1910. Camille Saint-Saëns encore avec son concerto pour piano numéro 5, opus 103, l'Égyptien, avec en soliste le jeune tsar du piano français, comme on le surnomme parfois, Alexandre Kantarov. Artiste en résidence avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, ce concert était le 3e donné par Alexandre Kantarov à Monaco cette année. C'est rare de
de jouer aussi régulièrement en peu de temps avec le même orchestre. Et donc on crée des liens qu'on n'a pas forcément quand on vient faire un concerto tous les 10 ans ou tous les 2 ans avec un orchestre. Là, il y a vraiment de quoi à la fois les connaître humainement et musicalement aussi, d'avoir des programmes différents, différents styles, différents chefs d'orchestre. C'est une manière de voir aussi comment on peut compléter l'image à la fois d'un orchestre et pour eux peut-être mon image. Donc c'est assez unique et j'en suis ravi. Le mot vacances, c'est un mot qui vous dit quelque chose, vous? Les vacances là, c'est un petit peu compliqué cette année. Après, faut se dire qu'on a déjà eu notre lot de vacances, même si c'est dur d'appeler ça comme ça. Je vais avoir 3-4 jours à la fin du mois, histoire un peu de me ressourcer. Mais non, en ce moment, on en profite parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Voilà donc pour cette dernière date au Palais Princier. Si vous avez été touché par ce concert et que vous avez entre 11 et 25 ans, sachez que la musique fait partie des activités proposées par le Passeport Culture. Nous allons d'ailleurs régulièrement faire un tour d'horizon sur notre antenne des choix disponibles jusqu'à la fin de l'été. Aujourd'hui, Fabien Bonilla et Patrick Aouzi vous emmènent en quelque sorte dans les airs. Regardez. Le rendez-vous est donné à l'héliport de Monaco afin de mettre tout de suite dans le bain les jeunes pilotes en herbe. Direction le cockpit de ce simulateur. Tel un ultra léger à moteur de 450 kg, toutes les commandes et le tableau de bord sont à l'identique. En face, l'horizon grâce à un écran géant. Une activité disponible cet été dans le Passeport Culture par le biais de la société Bird Eye Cam. On a sur ce simulateur 2 avions, un avion de 120 chevaux, un avion de 240 chevaux. Et surtout, c'est les approches, que ce soit pour des jeunes, des moins jeunes. Mais déjà, au bout de 5 heures, ils savent déjà, il faut un peu de mathématiques aussi, parce qu'ils apprennent à savoir qu'est-ce que c'est la vitesse en km/h et en nœuds. Ils arrivent à se servir de leurs yeux, que ce soit en extérieur, en intérieur. Mais ils apprennent vraiment beaucoup de choses en très peu de temps. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'ils comprennent très vite. Réduis. Main droite, tu réduis tes gaz. Vas-y, réduis. C'est bon, voilà. Regarde loin toujours, regarde loin. Okay. La formation s'effectue par groupe de 2. Il faut avoir entre 14 et 25 ans pour participer à ce stage par le biais du Passeport Culture pour un total de 5 heures de pilotage. Là, on est en panne, donc il faut atterrir. Par contre, je veux pas que tu te jettes sur la piste. Tu as assez de vitesse pour pas te jeter. Un cran de volée. Descends, continue à descendre. Ah, ça va être court. Non, descends doucement, vas-y. Deuxième cran de volée. Vas-y. Je te fais confiance, c'est toi qui décides. Ça sent la flotte, hein. Allez, vite les freins, appuie fort sur les 2 freins. Putain, mais tu nous as sauvé la vie. Bravo, c'est pas mal ça. Au début c'est stressant, mais bon, quand on commence à y arriver un petit peu et qu'on est accompagné forcément de quelqu'un qui nous permet de nous rassurer, ça va, c'est une bonne expérience. Pourquoi tu as choisi cette activité dans le Passeport Culture ? Je trouve ça génial de pouvoir faire ça, sachant que c'est très rare, c'est une chance inouïe de pouvoir faire ça. D'autres jeunes pourront bénéficier de ce simulateur dès la rentrée. En partenariat avec l'école Saint-Charles, les enfants auront une formation de 5 heures pour obtenir leur BIA, le brevet d'initiation aéronautique. Et demain, nous nous intéresserons à l'aviron et au kayak. Il est temps à présent d'accueillir notre second invité. C'est un constat que vous avez peut-être fait chez vous. La crise sanitaire aura sans doute eu un impact sur notre bien-être. Comment recharger les batteries après une période si particulière qui aura été source de stress pour certains ou de mise au point pour d'autres? Pour répondre à ces questions, Thierry Villette, coach bien-être, nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir Thierry Villette. Bonsoir à vous. On a l'impression que cette année écoulée aura eu un côté bénéfique pour faire le point sur notre bonheur personnel, notre bien-être. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez aussi ? Eh bien écoutez, si je parle juste de ma personne, malheureusement de par les événements actuels depuis à peu près 18 mois, oui, c'est une période pour faire le point sur soi-même et éventuellement pour y trouver beaucoup de réponses qui nous amènent, en tout cas ce qui m'amène moi, encore à un mieux-être un peu plus accru. Et au gré de vos rencontres, est-ce que c'est aussi l'état d'esprit général ? Alors l'état d'esprit général, ce serait trop m'avancer.
Parce que malheureusement, de par ce qui se passe, en tout cas, si on parle de ce qui se passe, beaucoup de personnes ne sont pas très bien. Et c'est vrai que dans ces cas-là, on fait pas mal appel à nous, quoi. Donc pour que les gens aillent mieux. Alors comment vous intervenez auprès de ces personnes ? En ce moment, dans cette période-ci, pour des cas de dépression, pour des cas d'anxiété, pour des cas d'insomnie, pour des cas de problèmes cutanés, hein, quand on parle de dartre dû au masque. Mais bon, voilà, donc c'est malheureusement ou heureusement pour certains, cette période, même si elle est très anxiogène de part et d'autre, hein, que ce soit au niveau physiologique ou au niveau émotionnel, apporte un plus à certaines personnes. Oui, chacun a vécu cette crise sanitaire à sa manière. Que diriez-vous aux personnes qui ont ressenti une certaine détresse, un moment de doute parfois ? Si on prend le cas du premier confinement, les gens se retrouvent avec leurs conjoints, certains découvrent qu'ils ont des enfants, le travail est au point mort, et bien là c'est vraiment le moment de se découvrir l'un et l'autre et de s'apporter mutuellement du mieux-être à travers l'alimentation, à travers les activités physiques ou dans le garage, hein, dans le parking, comme moi j'ai pu faire avec mon épouse. C'est le moment de dormir correctement et peut-être le moment de poser sur papier quoi faire, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je veux plus. Moi, c'est vraiment ça que j'ai ressenti. Il y a plein de supports pour être au mieux, malgré que la période soit assez compliquée. Oui, c'est se recentrer sur soi-même, en fait, mieux se connaître. C'est se recentrer sur soi-même, d'où le fait, moi si vous voulez, durant les confinements, et pas que le premier et tous ceux d'après, j'ai donné beaucoup de méditation à travers les réseaux sociaux, hein, que ce soit à travers le Facebook, à travers Marine Grisoul, Qu'est-ce qu'on mange Monaco, ou à travers mes sites à moi, et à travers aussi une autre plateforme qui a pris naissance il y a quelques mois, qui s'appelle United Fitness, où je donne beaucoup d'ateliers de méditation. Et dans les écoles, ça s'oublie, parce que heureusement que les écoles sont là, et les enfants et les petits nous le rendent au centuple. Ça, c'est évident. Alors, comment recharger les batteries, Thierry ? Vous savez, comme dans tout dans la vie, je pense qu'il faut une certaine rigueur par rapport à sa personne, et surtout une certaine forme de pérennité dans la rigueur. C'est-à-dire qu'il faut être rigoureux envers soi-même, mais pacifique. Vous savez, ce fameux équilibre qui est très dur à trouver dans la vie. Je me répète, à travers le sommeil, à travers l'alimentation, à travers l'activité physique, même si on ne peut pas sortir de chez soi, bon aujourd'hui on peut, mais il y a quelques mois on ne pouvait pas, c'est se prendre en main. Se prendre en main, et croyez-moi que les résultats, on les perçoit de suite à partir de 6 à 8 semaines. On revient aux fondamentaux. Aujourd'hui, bon, excusez-moi de parler de ça, on a Netflix, on a la télévision. Moi, avec mon épouse, on ne regardait pas ça. Comme à l'époque, on a la chandelle, on est fatigué, on souffle sur la flamme, on va se coucher. Revenir à l'essentiel, en fait. C'est ça la composante qui contribue au bien-être. Tout à fait. Mais ce qui contribue au bien-être, c'est le bon vouloir aussi des personnes. Parce que je me rends compte, sans porter de jugement, que dès qu'il faut faire un effort, la personne baisse les bras. De suite. Mais on parle d'un moindre effort. Donc quand il faut pérenniser un effort sur le long terme, vous pensez bien que les gens, en tout cas la majeure partie, se perdent alors que c'est tellement simple. Déjà, il faut le vouloir. Il faut vouloir son bien-être personnel. Et comme j'explique régulièrement, ce matin, je faisais un atelier de méditation encore, je demande aux gens de se poser dans l'espace du cœur et de descendre de la tête. Parce que ce qui va nous driver en général, c'est notre esprit. Et notre esprit, malheureusement, nous fait toujours entrer dans le mur. Donc quand on descend dans l'espace du cœur, les réponses sont bonnes. Seulement, il faut savoir les accueillir. Eh bien, merci beaucoup Thierry Villette pour ces paroles qui nous ont fait extrêmement du bien. Et puis on rappelle que votre dernier ouvrage, La Terre, notre mère, la splendeur de l'être, est toujours disponible aux éditions Lanor. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir. Je vous remercie beaucoup, merci beaucoup. Et je vous souhaite une très belle soirée à tous. On retrouve Frédéric Elion pour un nouveau point sur l'actualité. L'élan de solidarité se poursuit pour le Liban, Frédéric. La situation est toujours critique à Beyrouth suite à la double explosion survenue l'an dernier. Régulièrement, l'association Les Amis du Liban à Monaco organise des collectes pour subvenir aux besoins de la population libanaise sur place. Demain, de 9h à 21h, vous pouvez vous rendre au stand de l'association situé au sein de la galerie Carrefour de Fontvieille pour faire vos dons de denrées alimentaires non périssables et kits d'hygiène qui seront expédiés le 15 août par container au Liban. Avec probablement demain la présence du parrain des Amis du Liban, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps. On termine par cette information pour les fans de philatélie.
L'Office des timbres de Monaco retirera de la vente plusieurs timbres à partir du 17 septembre, tous émis en 2019. Je vous laisse regarder la liste complète de ces 20 timbres, avec notamment les 90 ans de la princesse Grace de Monaco, les anciens fiefs des Grimaldi ou encore les 500 ans du départ du premier Tour du Monde. Merci Frédéric, on vous retrouve tout à l'heure pour les prévisions météo. Direction Le Rocher à présent, un quartier de Monaco fortement impacté par la crise sanitaire mais qui tente de relever la tête en organisant différentes manifestations. Une boutique vient d'y voir le jour dernièrement, elle propose une multitude de produits artisanaux à base d'agrumes et notamment le limoncello du Rocher, découverte avec Yannick de Bever et Patrick Aouzi. Venez, je vous en prie. On va faire une petite dégustation. Un accueil chaleureux et des produits rafraîchissants. La maison du limoncello, c'est la nouvelle boutique du Rocher dédiée aux produits à base d'agrumes et plus particulièrement de citron de Menton. Après Cannes, Èze, Lyon et bien sûr Menton, l'enseigne au pays du citron a voulu s'implanter au cœur de Monaco. C'est très bon le limoncello. On y trouve notre produit phare, le limoncello du Rocher, que nous fabriquons sur place, que nous embouteillons et que nous cerclons sur place. Donc ça, c'est un peu notre produit phare. Après, nous trouvons du limoncello à la mandarine, citron vert, bigarade et 3 agrumes. Voilà. Plus des produits non alcoolisés pour tout ce qui est confiture, pâtisserie que nous fabriquons à Menton dans notre laboratoire de la boutique de la rue Piétonne. Créé par Fabrice et Sonia Puech, au pays du citron est très attaché à l'artisanat. Tous les produits de la maison du limoncello sont concoctés sur la Côte d'Azur, entre le Var et les Alpes-Maritimes. Tous nos agrumes proviennent de chez nous. C'est un circuit fermé, donc nous sommes à la base du produit et à la finition. Le citron, fruit emblématique de la Côte d'Azur, est intimement lié à la principauté. Au XVIIe siècle, ce sont les différents princes de Monaco qui encadraient sa culture dans la région. Le prince Louis Ier avait même institué un magistrat des citrons. Logique finalement qu'un commerce comme la maison du limoncello ait vu le jour à Monacoville. Nous avons ouvert depuis le 16 juillet et je peux vous dire que nous rencontrons un certain succès de la part des touristes bien sûr, mais aussi des locaux avec qui nous voulons travailler parce que bon, c'est très important pour moi qui suis né en principauté de travailler aussi avec les monégasques, les résidents. Ouverte tous les jours entre 10h et 19h, la maison du limoncello offre également 10% de réduction à tous les monégasques résidents fonctionnaires tout au long de l'année et sur tous les produits. Le limoncello, rien de mieux pour la digestion, mais on le rappelle, à consommer avec modération. Avant de refermer ce journal, un coup d'œil sur vos prévisions météo. Quelle est la tendance pour le début du week-end, Frédéric ? Samedi, la matinée sera bien ensoleillée, Émilie, puis des nuages feront leur apparition dans le ciel à la mi-journée pour une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Le thermomètre affichera 21 degrés le matin et 26 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 6h23 pour se coucher à 20h48. Samedi 7 août, nous fêterons les Gaétans. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On referme ce journal en photo avec le dernier concert d'été au Palais Princier et une œuvre qui annonce les commémorations du centenaire de la disparition du prince Albert Ier. Photo signée Stéphane Dana. À demain pour une nouvelle édition où nous irons faire un dernier tour du côté des Jeux Olympiques de Tokyo avant leur clôture. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.